Bonjour à tous. Je trouve que ce travail est absolument passionnant. Il est remarquable de précision et de diversité. Moi, le premier élément que j'ai envie de dire, c'est que ça fait du bien d'entendre ce qu'on a entendu. Ça donne confiance, ça montre à quel point notre région est pétrie d'atouts et que finalement, l'attractivité, c'est extraordinairement complexe, on l'a vu, mais en réalité, c'est très simple, c'est aussi une convergence de plein d'envie et de plein d'énergie. Et je trouve que dans la démonstration que vous avez faite de toute la diversité de notre région, c'est ça qui ressort le plus. C'est l'envie d'aller ensemble, l'envie de vivre ensemble, l'envie de grandir, pour ce qui nous concerne, d'entreprendre, de travailler ensemble. Et chacun avec nos spécificités, c'est d'aller vers un destin commun. Alors, ça me parle évidemment, puisque la CCI Hauts-de-France est un établissement unique désormais. Et donc, derrière ça, moi, ce que je note et ce que je tire comme conclusion, le premier élément, c'est qu'on est une grande région économique, ça il ne faut pas l'oublier, qui est toujours à la 3e ou la 4e place sur tous les indicateurs économiques, même si l'entrepreneuriat, il y a quelques idées reçues sur le sujet, mais on est quand même, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on est quand même une grande région d'entrepreneurs, même si le salariat, et vous avez raison, est très important. On est la 4e région exportatrice de France, on est la 3e région au plan du PIB avec 150 milliards de PIB, on est la 4e région en nombre d'établissements avec 150 000 entreprises, donc on est une grande région économique, il ne faut pas l'oublier. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan économique, et je ne vais pas être très long, c'est qu'on a, de mon point de vue, deux grands indicateurs d'attractivité. Le premier, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on a des indicateurs que je vais appeler des indicateurs ou des critères de pragmatisme. Notre région, c'est quoi? C'est une région qui a un positionnement, et vous l'avez dit, très important, géostratégique majeur, puisqu'on est au cœur de l'Europe. Je dirais même qu'on n'est pas une région carrefour, on est une région pivot. Aujourd'hui, on a une démonstration forte d'une transformation digitale, vous l'avez dit, et cette transformation digitale, elle ouvre des perspectives nationales, européennes et mondiales à tous les business qui sont entrepris aujourd'hui. Si Forbes dit que la métropole lilloise, c'est ce qui a été dit il y a quelques semaines, devient la région la plus attractive en France pour entreprendre et créer une start-up, c'est qu'également il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Le deuxième élément, c'est qu'on a une main-d'œuvre qualifiée, il faut le dire. On est une grande région de travail, vous l'avez dit, et cette région de travail fait qu'aujourd'hui, des entrepreneurs du monde entier et des investisseurs qui souhaitent s'y installer trouvent cette main-d'œuvre de qualité et qualifiée. Troisième élément, c'est qu'on a un prix du foncier qui est extrêmement attractif également quand on se compare à d'autres régions avoisinantes, qu'on soit sur l'Europe du Nord ou qu'on soit sur le bassin parisien. Et enfin, et j'en terminerai par là, on a des infrastructures également, notamment portuaires, aéroportuaires, de déplacement qui sont importantes pour les flux de marchandises. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a l'ambition, et on l'est déjà, de devenir et de renforcer, c'est une de nos grandes qualités, une grande région de la logistique européenne. Alors derrière ça, je crois qu'il y a un autre élément, ce sont les critères de dynamisme, après les critères de pragmatisme pour un chef d'entreprise. Et pourquoi on viendrait s'installer en Hauts-de-France plutôt qu'ailleurs? Parce que, et ça c'est très important, et nous on essaie de travailler beaucoup là-dessus avec les chefs d'entreprise, c'est qu'on est une région de dynamisme économique. Vous l'avez dit, avec le Conseil régional depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant, on a porté la 3e révolution industrielle. Au départ, c'était dans le grand scepticisme 25 projets. Et puis beaucoup de gens qui disaient que c'est quoi votre truc? Aujourd'hui, c'est 800 projets. Et j'espère à horizon 1 an, 1400 projets. Avec du financement, avec des écosystèmes extrêmement variés. Est-ce que vous avez dans ce que vous avez entendu là des éléments qui peuvent infléchir ou conforter l'offre de transformation économique que vous conduisez? C'est votre boulot, vous. Je crois que l'élément le plus important de ce que vous avez dit, à mon sens, par rapport à la transformation économique, c'est tout ce qui fait que demain, notre région a vocation aussi à être une grande région de la transformation digitale. Il n'y a aucun business aujourd'hui qui n'est pas impacté par cette transformation majeure de l'économie. On est en train de mettre en place cet écosystème. Il existe sur plusieurs endroits de la région. Il a besoin encore de se densifier. Mais avec une ouverture sur la région parisienne et une ouverture sur le nord de l'Europe, je crois qu'on a cet atout qui est absolument majeur. Donc précisons les choses, oui. David. Oui. Transformation digitale, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes doit le dire, Nantes doit le dire. Bien sûr. Alors, l'angle précis, il peut être où? Parce qu'on a certainement un avantage concurrentiel. Alors l'angle précis, c'est qu'on a déjà des atouts considérables. Ils ont été montrés en photo, même s'ils ne sont pas allés forcément très, très au bout.
On a par exemple des écoles de premier plan mondial, on le dit assez peu souvent, mais de premier plan mondial sur la question du numérique et du digital. C'est vrai à Valenciennes avec la serre numérique. Exemple que personne ou presque ne connaît, l'Institut supérieur du design, qui est une école très reconnue au plan mondial sur les questions de design. Et je rappelle que Lille a été élue pour 2020 capitale mondiale du design. Eh bien, cette ISD a gagné le prix mondial Ferrari. Personne n'en parle et pourtant ça se passe à Valenciennes. Donc tout l'enjeu derrière ça, pour prendre cet exemple concret, c'est de faire en sorte que ces étudiants, qui pour 95% viennent de toute la France et d'Europe, eh bien, restent dans notre région, entreprennent dans notre région et créent des business et créent de l'emploi dans notre région. Donc ça, voilà, c'est très concret. Les éléments que vous retirez, c'est creuser le sillon sur cette offre de formation pour muscler un territoire digital. Exactement. Bon, vous avez vu, on a demandé à chacun de nos intervenants de nous amener, une phrase, une idée. Alors, lui, il nous a amené Syntex, et vous lisez, c'est très sympa. Merci beaucoup. Alors, tiens, j'en prends un autre et après, je viens vers vous. Je crois avoir reconnu Alexandre Bloch là-bas. Oui. Qui nous fait l'amitié de venir. Venez. Je crois que vous étiez en déplacement à l'étranger il y a quelques jours seulement. Et merci de votre présence. Chef d'orchestre et le directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, vous allez prendre un micro parce que je vous voyais là-bas prendre des notes également. L'économique, le culturel, le tous ensemble, c'est le même combat. Alors vous, pareil, comment réagissez-vous ? Quels éléments vous pouvez prendre ? Vous arrivez à la tête de cet orchestre pour votre entreprise ONL et quelles propositions vous faites avec l'ONL aussi pour cette offre, cette identité qu'on est en train de construire ? Oui, il y a les deux questions, dans les deux sens. D'accord. Alors bonjour à tous déjà. Déjà, je commencerai un peu. J'ai une petite citation que j'ai choisie. C'est un peu moi la raison pour laquelle j'ai souhaité venir m'installer ici dans les Hauts-de-France et à Lille, diriger l'Orchestre national de Lille. C'est vraiment arrivé à une époque où je trouve que, évidemment, comme tout le monde, socialement, c'est des périodes qui sont difficiles. Et de revenir à des valeurs qui sont très très importantes et qui étaient déjà évidemment les valeurs de l'Orchestre national de Lille depuis 40 ans, avec Jean-Claude Casatsu, de partage et de partage de la culture avec le plus grand nombre. Ça, ce sont des choses qui sont très très importantes. Nous, en tant qu'artistes, on est très très sensibles aux choses qui passent souvent inaperçues, mais qui sont vraies lorsqu'on va dans une salle de concert, lorsqu'on écoute de la musique. Ce qu'on ressent en tant qu'artiste quand on joue de la musique, mais également quand on l'écoute, ce sont des émotions en premier. Ces émotions, l'amour, la tristesse, la peur, le rire, la gaieté, la joie. Et c'est ces émotions en fait qui nous apprennent à de mieux en mieux se connaître, peut-être à mieux connaître les personnes qui nous entourent, à mieux connaître finalement après le monde aussi qui est un peu complexe. Et c'est ça qu'on essaie de faire partager. Alors après, qu'est-ce que c'est l'Orchestre national de Lille ? Depuis déjà tant d'années, c'est aussi un orchestre qui a un ancrage territorial absolument énorme. Depuis 40 années, on rentre à Lille dans n'importe quel magasin. Vous demandez si les gens connaissent l'Orchestre national de Lille, tout le monde connaît, même s'ils n'ont jamais écouté un seul concert. Grâce à peut-être aussi une grande génération, le fait qu'il y ait eu tant de partage de cette musique, il y a une certaine génération, depuis donc 40 ans, donc à tous les niveaux, qui ont connu l'orchestre. Après cet ancrage-là, il y a ce grand rayonnement national et international. Il faut savoir que l'orchestre a été dans 30 pays différents, dans les 4 continents, il n'y a pas encore eu l'Australie. Un rayonnement aussi par les échanges d'artistes. On a beaucoup d'artistes internationaux qui viennent. Pour le directeur musical, c'est pareil. Moi, j'étais il y a quelques jours seulement à Vancouver, juste après au Koweït. Moi, je voyage beaucoup aussi derrière mon activité de directeur musical. Je suis invité. Et c'est en tant qu'ambassadeur, lorsque je suis invité dans un autre orchestre à l'étranger, que je parle beaucoup de l'orchestre, des musiciens. On va, avec aussi l'orchestre, on fait des tournées. Donc, du coup, on a des tournées qui sont bientôt prévues l'année prochaine en Asie, et c'est une manière aussi pour l'orchestre d'être ambassadeur de son territoire, d'une excellence aussi artistique et de diffusion. Et la dernière chose,
après l'excellence artistique, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché lorsque je suis arrivé ici dans le Nord. Voilà, vous parliez tout à l'heure de cette chaleur et de cette interdisciplinarité. J'ai un exemple très marquant, alors, un peu tous les jours, dans la collaboration aussi entre les artistes, entre les acteurs culturels aussi de la région, qui est absolument énorme ici. Je suis arrivé en l'espace de quelques mois seulement, j'avais absolument rencontré tout le monde et on avait tout de suite établi des projets communs. L'année, ne c'est pas du tout l'année dernière, c'était il y a très peu de temps finalement, lorsque il y a eu la proposition de Lille comme capitale du design 2020. 2020. Je me rappelle un jour où tout d'un coup on m'a dit vite, il y a une commission artistique qui veut voir un peu tous les acteurs culturels voilà, de Lille. Ouais, Est-ce que vous êtes disponible? juillet. Moi j'étais à Pétaouchnok et voilà, Sébastien Delot était aussi certainement autre part. Et tous les acteurs culturels se sont mobilisés pour être là, absolument voilà, vraiment présents et montrer à quel point on pouvait travailler ensemble. Et ça, c'est une grande force en fait pour un territoire qui, voilà, qui, je pense, c'est une forme. Alexandre, la musique est généreuse, la musique est vraie, la musique donne du cœur, enfin tout ce que j'ai entendu là. Quand vous serez en tournée internationale, est-ce que vous pourrez transmettre ça aussi? Nous sommes Orchestre National de Lille, nous venons d'une région là, des Hauts-de-France. Est-ce qu'on sait par la musique transmettre toutes ces valeurs? Vous êtes ambassadeur. On transmet beaucoup de choses par la musique. D'abord, on a un patrimoine culturel d'abord européen, qui est quand même quelque chose de très très fort, notamment avec toute l'histoire de la musique. Un patrimoine culturel français, on est un orchestre national, mais un orchestre français avec sa spécificité d'interprétation. On a notre signature sonore d'Orchestre National de Lille, avec d'abord un haut niveau artistique, des musiciens d'un très haut niveau, une grande précision dans l'interprétation, une grande aussi clarté dans l'orchestration et dans la manière dont on présente les pièces aussi du grand répertoire, mais on cherche évidemment à avoir voilà, notre spécificité qui en fait pas un orchestre comme un autre ailleurs. Et oui, après, je crois aussi le fait de pouvoir montrer à quel point un orchestre vit par le support qu'amènent en fait tous ses partenaires, sa région et surtout ses partenaires sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui est très très particulier à un orchestre. Il y a eu l'exemple dans les années encore avant avec Cleveland et avec le CBSO, le CD Birmingham Ossea Orchestra. On en fait partie. Donc ce portrait peut vous servir. Ce portrait peut complètement nous servir. Et c'est aussi de quoi l'orchestre est né il y a déjà 40 ans, et on continue sur la même lancée et on communique beaucoup dessus. Je finis juste aussi en insistant sur le fait que on a la chance aussi en tant qu'artiste de se déplacer beaucoup, d'être vu aussi lorsqu'on se déplace, puisque lorsqu'on se déplace, c'est pour faire un concert, qu'on touche tout de suite une grande salle avec beaucoup de personnes. Et il n'y a pas un seul jour dans mes déplacements où je ne parle pas de l'Orchestre National de Lille, de la ville de Lille et même de la région, parce que les gens posent beaucoup de questions. Que ce soit les musiciens, la communauté des musiciens est quand même assez réduite et avec beaucoup d'échanges. Et après, que ce soit le public. Voilà. Merci messieurs, merci à tous les deux. Voilà, on réagit à chaud à ce portrait identitaire. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, on a un quart d'heure, donc on va faire court. Je voudrais juste, pour respecter l'horaire, je voudrais juste que chacun d'entre vous, vous avez découvert. Alors, vous avez contribué, vous avez participé à la démarche, et là, vous découvrez, pas l'exhaustivité, mais une photographie assez large de ce portrait identitaire éclairé de ces tendances sociétales. Ce qui nous intéresse de savoir, là, comme ça, à chaud, c'est avec quels éléments vous repartez. Tout ça, comment ça va pouvoir nourrir votre action locale. Vous représentez des territoires de notre région. Et puis, répondez aussi à la question qu'on abordait avec Jean-Philippe tout à l'heure. Cohérence, quelle cohérence vous attendez, c'est une question, entre vos feuilles de route locales, je suis à Dunkerque, je suis dans la Vénois, je suis sur la métropole, etc. Et ce
contexte régional, cette identité régionale. Enfin, même combat, vous avez des questions, vous y voyez clair, vous n'y voyez pas clair, on veut vous entendre. 2 minutes chacun. Alors, au hasard, on va aller à Dunkerque d'abord. Tiens, on va aller à le micro. Ah oui, Pascal Montefiore, directrice du pôle rayonnement au sein de l'agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque. Alors, donc 2 minutes, c'est très court avec tout ce que j'ai à dire, mais je vais... Voilà. Ce qu'il faut préciser quand même qu'il y a 10 ans, on a fait ce travail sur notre territoire d'élaboration de portraits. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce qui avait été fait sur la région de France. Et en fait, j'avoue, maintenant je peux le dire, je suis rassurée. Parce que je me disais comment, à cette échelle-là, on peut réussir à montrer et définir une identité commune. Et j'avoue que franchement, bravo, parce que j'ai trouvé ça très pertinent et très rassurant. Sur le fait qu'on a maintenant une bonne raison ou des bonnes raisons de travailler ensemble, même si on avait déjà l'envie. Ça, c'est une chose. Et parce qu'il me semble très important aujourd'hui, quand vous disiez qu'est-ce que ça vous apporte, comme nous, on avait fait ce travail d'identité, j'ai juste envie de dire, voilà, par le côté rassurant, les éléments, on les avait, en tout cas pour ce qui nous concerne. Simplement, ce que ça nous apporte, c'est les grandes lignes, les grands mots-clés qui vont nous permettre de communiquer ensemble et de se retrouver, de fédérer les gens derrière ces grands messages. Et ça me semble très important, parce que ça va nous donner une visibilité qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et Sophie disait en introduction que l'idée, c'était de faire une photographie de qui on était aujourd'hui. Moi, ce que je trouve aussi très important, c'est que quand j'ai pris contact, moi, avec le CRT Picardie à l'époque, parce que c'était il y a 2 ans, c'est parce que je ne savais pas si on avait une identité commune, mais je savais qu'on avait une vision commune, puisqu'on avait des projets en termes de perspective, et notamment travailler sur les nouvelles tendances sociétales, etc. Et donc, je me suis naturellement tournée vers le CRT Picardie à l'époque. Et donc, aujourd'hui, ça nous fait deux raisons de travailler ensemble. Donc, j'en suis ravie. Donnez-moi une preuve que ce boulot-là pourra accélérer, sublimer votre action locale. Une preuve. Vous avez 2 minutes. Alors, en fait, déjà, ce qui est dans ce travail, ce qui est bien, c'est que on a beaucoup parlé de grande fierté. Alors nous, on avait dit ça comme ça, entre complexe d'infériorité et grande fierté. Aujourd'hui, la preuve, c'est que, alors je vais refaire le lien aussi avec ce qu'on disait sur la création d'entreprises. Nous, très clairement, sur Dunkerque, la semaine dernière, on a eu, suite aux États généraux de l'emploi, la mise en place de la turbine, qui est un dispositif qui va permettre justement une plus grande création d'entreprises, d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Parce que nous, très clairement, en termes de chiffres, on crée 2 fois moins d'entreprises à Dunkerque que partout ailleurs en France, que la moyenne nationale. Donc il y a un vrai enjeu. Et donc pour moi, tout ça, ça va nous inspirer et ça va pouvoir nous aider aussi à orienter peut-être ces créateurs dans différents domaines par rapport notamment à nos atouts, mais aussi les sujets sur lesquels on doit travailler. On est très transverse, hein, c'est pas un hasard si on a invité les agences d'urbanisme. Damien Métropole, vous, Mathieu Alem, pardon. Alors moi déjà, merci pour ce travail qui est assez impressionnant dans son contenu, mais aussi dans les clés de lecture qu'il nous propose. Moi, plusieurs choses, effectivement. Déjà, je suis frappé par le nombre de points de convergence entre ce travail qui a été réalisé à cette échelle régionale et notre démarche à nous, à l'échelle d'Amiens et du Grand Amiénois, du futur pôle métropolitain, d'un certain nombre de critères identitaires, certes, mais aussi les mots que l'on met derrière nos ambitions et la vision que l'on porte. Et effectivement... Il n'y a pas de contradiction, là. Non. Pas de grand décalage. Bien au contraire. Et effectivement, lorsqu'en plus... on évoque les situations de chacun et la position de chaque territoire, on se rend compte qu'on actionne potentiellement les mêmes leviers. On a évoqué notamment les friches industrielles. Nous, avec la Citadelle, on donne un exemple concret et une ambition très forte qui est de recentrer et de concentrer les lieux de formation de l'enseignement supérieur et les lieux de recherche en centre-ville. L'objectif notamment, c'est que sur 800 mètres, voire 1 km, tout se passe sur Amiens en ce qui concerne le cycle de vie de l'entreprise, mais aussi pour proposer des solutions à nos talents que nous formons, puisque je rappelle que nous sommes une ville universitaire et que nous avons l'un des meilleurs ratios étudiants-habitants
de France, le deuxième. Donc effectivement, ce portrait-là me parle, et je dirais même, pour reprendre un peu l'intervention de Jean-Philippe, c'est que finalement aussi le plus dur reste à faire, c'est-à-dire qu'on a à travailler maintenant cet aller-retour entre cette construction identitaire et le respect, mais aussi la valorisation des identités locales. Bah, ça va être votre boulot. Hein. Et tout à fait. Mais je pense que c'est laissez un pied dans prometteur la parce porte. qu'on Connaissez le a lien. vraiment cette Voilà, trouver le lien. impression que- Voilà. Ouais, bien sûr. Tout à bien fait. sûr. Bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va où là? Dans la Vénois? C'est vous? Céline Lobé-Gardier. Elle est là. Chargée de mission tourisme durable sur le parc Est-ce que ça marche? régional de la Vous Vénois. m'entendez? On vous Oui. entend bien. Donc, Alors. moi, j'ai envie de dire à l'issue de cette présentation, mais on va continuer à agir comme on agit au sein des parcs naturels régionaux. Je me permets de faire une petite parenthèse parce que je représente le parc naturel régional de la Vénois, mais il y a 4 parcs naturels régionaux en région Hauts-de-France, bientôt 5. C'est 10% du territoire régional. C'est évidemment des territoires qui sont des leviers de développement et d'attractivité évidents. C'est aussi une distinction pour les régions de France, puisque c'est un modèle de développement français, typiquement français, qui n'existe pas ailleurs et qui est reconnu à l'échelle européenne, y compris par les clientèles. Donc je pense qu'effectivement, en plus, tous les liens qui ont été faits entre l'immersion dans la nature et le ressourcement, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre. Voilà, je pense que ça témoigne parfaitement C'est de... pour vous, ça. Voilà. Hein, le retour à la C'est- nature, le care. Voilà, c'est complètement en mais- phase. Donc ça permet de confirmer que Complètement. l'action que l'on mène aujourd'hui, puisque c'est une économie de liens, créatrice de liens sociaux aussi, puisqu'on... Voilà, c'est aussi... Une créer, question, Céline. Vous avez un sujet qui est celui de l'attractivité, enfin de faire venir les gens pour vivre tout ça. Voilà. Et tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas que ça existe. Hein. Toute cette offre qui prend soin de la personne et de la nature. Est-ce que cette démarche-là peut être un booster pour vous, pour Oui. créer du trafic et élargir votre, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça dans Oui. vos métiers, votre zone de chalandise? Je pense qu'il y a un lien réciproque. Je pense que les parcs naturels régionaux peuvent alimenter cette dynamique. Et la dynamique qui est introduite aujourd'hui par la région Hauts-de-France et en l'occurrence par le CRT peut apporter aussi du développement sur nos territoires. Parce que voilà ce qu'on a mis en place à l'échelle de nos territoires, donc une économie de proximité, de liens. Il faut qu'on la renforce aujourd'hui. Il faut qu'on l'ouvre à d'autres marchés. Il faut qu'on puisse aussi continuer à accueillir des entreprises. Parce qu'on est aussi, pour le coup, étant donné le cadre de vie qui est offert sur ces territoires, potentiellement des territoires d'accueil des entreprises, TPE, PME, etc. Donc voilà, pour moi, c'est à travers ça que Allez-y, Sophie. cela donne du sens. Ok. Je voulais juste faire une petite précision pour dire que là, je n'ai pas eu le temps de les citer, mais évidemment, les PNR sont dans l'étude et je voudrais préciser encore un exemple d'innovation. Premier PNR en France, c'est celui dans les Hauts-de-France, de même que les premiers achats du Conservatoire du littoral sur le littoral, c'est aussi dans les Hauts-de-France. Donc encore des Tout à fait. exemples d'innovation. fait. Voilà, juste pour rebondir. Donc tout ça pour dire que c'est bien en phase avec ce que l'on mène et qu'on poursuivra de mener, et on l'espère avec le CRT. Mais vous voilà. avez envie des Donc, PowerPoint là, de les partager avec votre équipe, vos parties prenantes Oui, locales? je pense que les valeurs, elles sont partagées. On a parlé d'itinérance, on a parlé de paysage immersif, on a parlé d'expérience. Sur notre territoire, c'est tout à fait ça. On a parlé de savoir-faire, de mémoire vivante, D'accord. de créativité. On a toute cette matière-là et toutes ces valeurs sont présentes en Avesnois. Celui qui est au bout là, pays du Montreuil, c'est la Longeville. Voilà. Alors lui, il bosse à Montreuil, Sur mer. sur mer, et il est élu dans l'Oise, hein, c'est ça? Ah, mais cette casquette-là, faut pas en Bon, parler. bah si, un homme est un tout. Ah, d'accord. Non? Oui, oui, c'est... Qu'est-ce qui nous a amené comme... Ah, Michel Serres. Très bien. Alors, réaction pour le Montreuillois. Pour le Montreuillois,
En fait, j'étais pas vraiment inquiet avant de venir. Je suis pas rassuré davantage, mais je suis plutôt enthousiaste parce que j'ai hâte qu'on bascule sur vraiment l'opérationnel et l'innovation applicative. Et je retiens cette notion-là qui est importante. Un autre point pour être court, ce qui m'a aussi saisi, 93% des sondés souhaitent découvrir leur région. Et quand on croise ce chiffre-là avec 50% des Français qui ne partent pas en vacances, on renvoie sur la problématique de Jean Viard qui dit l'exclusion aujourd'hui, la vraie exclusion sociale, c'est l'exclusion qui empêche les habitants, les citoyens, de faire du tourisme, d'aller découvrir l'autre. Et vraiment ce que je souhaite à travers cette démarche, c'est là on va jouer sur la complémentarité des destinations entre la Côte d'Opale et le reste de la région, c'est de favoriser l'endogène, de façon à ce que la mobilisation des habitants puisse vraiment avoir du sens dans la démarche. Si on n'arrive pas à les capter, on ne répondra qu'à une partie de la problématique, en laissant de côté les indicateurs négatifs dont tu as parlé, Sophie, et qui sont depuis tant d'années très alarmants, quoi. Est-ce que vous avez déjà bossé avec la Somme, la baie de Somme, qui est là à 50 km de chez vous? Oui. J'espère que ça le sera de plus en plus, mais pas uniquement avec la baie de Somme. Non, mais moi, je pense qu'il y a aussi un pont à faire avec le Louvre-Lens et la baie de Somme, parce que vous avez beaucoup d'habitants, de gens du bassin minier qui ont fait leurs premières vacances sur la Côte d'Opale. Et c'est une façon aussi intéressante de faire une triangulation entre l'offre culturelle, le tourisme, et de redonner du sens à ce territoire, quoi. Ce côté-là m'intéresse beaucoup. Mais bien sûr avec la baie de Somme, mais aussi avec plus l'intérieur des terres, parce qu'on le voit à travers tous les signaux qu'on doit mettre au vert. Un touriste il est satisfait de façon multifactorielle, quoi, que ce soit le bord de mer, le ressourcement, se reconnecter avec les uns et les autres. Donc on peut répondre à toutes ces problématiques sur un lieu partagé, quoi. Pas uniquement le bord de mer qui se revendique. Tant qu'il y a la mer, il y aura toujours des touristes qui vont venir. Je pense qu'on n'en est plus du tout dans cette réflexion-là. Vous regarderez les 3 sous-ensembles de ces 16 marqueurs. L'un des 3, quand vous dites on doit bosser avec le Louvre-Lens, cette directrice arrive dans quelques instants d'ailleurs. C'est juste pour conclure, en fait, je salue la présence de Charles Barège, le maire de Montreuil-sur-Mer, qui est là au premier rang, parce que la démarche a été faite de positionner aussi ce territoire-là sur l'économie du bien-être. Donc et le care, en fait. Et je suis très content que tous ces éléments-là remontent, parce que ça fait 1 an qu'on explique dans le Montreuillois ce nouveau positionnement territorial sur prendre soin de soi, des autres, des audacieux et du collectif. Et je conclurai sur ça. Le collectif, pour moi, est la clé de tout. Si on ne joue pas collectif, quel que soit le niveau entre élus et socioprofessionnels, entre techniciens et techniciens, je pense qu'on passera à côté de la promesse qui est faite aujourd'hui. Sophie nous le dit, sans ça c'est mort, c'est clair. Les métropolitains, métropole européenne de Lille, alors on en a 2 là, on a le directeur du LAM et le directeur de l'Orchestre national de Lille. Alors vous, pareil, dans votre offre, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous pouvez vous approprier? Quel booster vous voyez pour chacun d'entre vous? Alors lui, c'est l'homme de l'orchestre. Et on va lui donner un micro. Voilà. D'abord, en tant que natif picard et nordiste d'adoption, je me reconnais complètement dans le portrait qui a été fait. Ensuite, nous sommes métropolitains, c'est vrai, mais nous sommes aussi régional, puisque nous diffusons sur l'ensemble de la région, de l'ex-région du versant nord, mais aussi sur le versant sud. Et donc on se sent à la fois, vous parliez tout à l'heure que la région d'avoir une capitale forte, et je pense également que c'est le cas, et qu'il faut que la culture fait partie aussi de l'identité de cette capitale et de cette métropole. Et je crois que le spectacle vivant, particulièrement aussi, en fait partie. Mais il est aussi présent sur l'ensemble du territoire, et il représente des emplois, il représente de l'expertise, et il représente surtout du vivre ensemble. Et j'ai été moi je serai un petit peu comme vous, c'est-à-dire qu'on va continuer
à faire ce qu'on fait, parce que finalement, l'Orchestre national de Lille, il a été construit sur de bonnes bases. Il y a 40 ans, Alexandre Bloch l'a redit. Nous avons aussi effectué notre transition il y a un an, en associant Alexandre au projet de l'Orchestre national de Lille, avec un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est basé sur les mêmes valeurs, sauf que voilà, l'orchestre symphonique a été créé au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, disons, avec la première révolution industrielle, etc. Et il s'est toujours adapté, il a toujours accompagné la société. Quand l'orchestre de Lille a été créé, c'était dans les années 75, où effectivement il y avait une crise terrible, etc. Et donc nous allons continuer à nous adapter à la société et surtout à partager, c'est un peu la citation de Jean Vilar, c'est-à-dire de partager ces cathédrales émotionnelles et musicales avec le plus grand nombre, à la fois avec les pieds bien enracinés, comme un arbre un peu, bien enracinés dans notre territoire, parce que c'est plus de 250 villes et communes que nous avons visitées. On en visite plus de 30 par saison. Et nous allons continuer aussi notre rayonnement comme un arbre qui va vers l'international et participer à l'attractivité de notre territoire et à son rayonnement. Tiens, je pense à un sujet qu'avait évoqué Joël Gaillet, Jean-Philippe. Il prenait l'exemple de Barcelone et d'Amsterdam. 80% du budget du marketing territorial, je vais l'appeler comme ça, est porté par des entreprises privées. Ce sera possible un jour chez nous ? Moi, je trouve que plus on travaille ensemble et plus on plonge dans la problématique, plus on a tendance à penser que notre problématique d'attractivité, d'image, est en réalité une grande chance. Parce que quand il faut créer du sens et permettre de créer un mouvement collectif, un territoire qui n'a pas réellement de problème d'attractivité va peiner à pouvoir fédérer. Il va falloir trouver des choses qui viennent transcender. Nous, aujourd'hui, on sait que pour recruter des talents, on sait aussi que pour fidéliser les gens que l'on forme, ça ne va pas de soi, spontanément. Et que cette problématique-là, l'ensemble des entreprises la partagent. Et quand on voit que Michelin investit avec Auvergne Nouveau Monde pour faire venir des ingénieurs américains en Auvergne, voilà, c'est un très bel exemple. Donc nous, aujourd'hui, combien d'entreprises et de grandes entreprises sont aussi confrontées à cette problématique-là ? Et ils savent qu'ils ne peuvent pas la résoudre seuls et qu'ils ne peuvent pas la résoudre en même temps sans nous et vice-versa. Donc ça va être extrêmement intéressant de pouvoir leur faire partager cette problématique et voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Sujet, hein. Alors, le directeur du LAM, Sébastien Delot. Oui, alors bonjour. C'est à Villeneuve-d'Ascq. Alors moi, j'avais pas de citation parce que je t'avais contacté un petit peu. Mais vous tard. allez mais je vais improviser. Mais exactement, mais je vais improviser avec la voix de Picasso. Donc c'est pas mal, c'est assez classique. Donc je vais commencer par cette petite anecdote qui fait toujours sourire, où Picasso, dans un dîner, croise une femme qui lui dit immédiatement, écoutez, vraiment, je ne comprends rien à votre art. C'est du chinois. Et il lui dit, mais madame, une langue étrangère, ça s'apprend. Et je trouve que c'est une très joli point d'entrée. Aujourd'hui, on sait très bien à quel point l'éducation artistique est au cœur, finalement, de nos enjeux, au cœur des enjeux des musées, qu'on soit grand, petit, moyen, qu'on soit un musée national ou un musée territorial, on sait qu'on partage ces mêmes enjeux, ces mêmes nécessités et ce même besoin de lien social et de pouvoir justement transcender, j'allais dire, les classes socio-économiques à travers des moments de rencontre que peuvent justement offrir notamment les musées et leurs différentes actions. Alors évidemment, il y a ces grandes expositions qui sont des expositions, je dirais, un petit peu événements. Au LAM, il y a eu Modigliani. En 2019, on aura Giacometti, qui sera la première grande rétrospective de cette taille dans la région. Donc véritablement l'occasion d'une exposition d'envergure internationale. Donc ça, c'est important parce que ce sont des moments de visibilité qui attirent aussi, j'allais dire, nos voisins et de longue date. Et je pense que c'est aussi Modigliani, ça attire, enfin vous veniez 200 000 personnes. 200 000 personnes, donc combien extérieurs Hauts-de-France, combien d'étrangers? Alors, je ne pourrais pas vous dire tout de mémoire, mais en gros, 38% d'étrangers. 38%, ah ouais, 38% d'étrangers. Donc, il faut quand même prendre en compte cette spécificité, et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a particulièrement attiré. La position, j'allais dire,
de la métropole, en tout cas lilloise, qui est à une demi-heure de Bruxelles en train, 1h30 en voiture. On est à 7 km de la frontière belge à certains endroits, en font une vraie spécificité. Et c'est vrai que, de manière historique, le LAM a travaillé avec un certain nombre de partenaires en Wallonie, en Flandre, et que le fait d'être tourné vers l'extérieur, c'est quelque chose, je dirais, qui est dans les gènes et qui est absolument fondamental. Parce que je crois, vous l'avez évoqué, mesdames, de manière historique, mais la Grande Flandre, alors que ça soit bien sûr avec l'influence espagnole, mais la Grande Flandre, elle est toujours là, nos voisins sont à côté, on ne peut pas les ignorer, et au contraire, je pense qu'on a besoin d'aller plus vers eux. Le président Xavier Bertrand a justement insisté sur la question des langues. C'est vrai que, par exemple, il y a une enquête de la DRAC il n'y a pas très longtemps sur le nombre de conférenciers étant en capacité de parler le néerlandais. C'était tout à fait édifiant et intéressant. Bon, il se trouve que le musée, le LAM, est très bien doté, mais ça fait partie des rares musées dans la région qui ont des conférenciers qui peuvent les donner en néerlandais. Et ça, c'est par exemple un véritable atout. Sébastien nous donne deux pistes de réflexion. Alors, le sujet des langues, il va falloir qu'on s'organise si on veut être à la hauteur. Ouais. Le deuxième sujet, le Nord-Pas-de-Calais avant Hauts-de-France se présentait comme la région des musées. Bon, est-ce que ce type d'axe peut perdurer ou est-ce qu'il faudrait inventer autre chose ? Je crois que, premier point, d'abord, moi j'insiste sur les propos qui ont été tenus. L'enjeu, c'est que notre offre doit s'internationaliser. Et que c'est vrai aussi pour les clientèles aussi lointaines, que les clientèles néerlandophones, le fait de présenter une visite dans leur langue, même souvent thématisée, je pense au public chinois, c'est vraiment un élément de concrétisation. Le deuxième point, c'est que je pense que la région des musées, c'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'on peut même aller jusqu'à ce fait d'aller un peu plus loin, d'oser, un peu de casser les codes. Et on en parlait avec Marie Lavandier et son équipe. C'est finalement comment on peut permettre, et à moi le premier, même si je fais un peu d'histoire de l'art dans mon parcours, mais je rêverais qu'on m'apprenne à apprécier une œuvre, à savoir regarder un tableau. Et plus vous allez me donner des clés, plus je vais oser aller dans les musées. Et plus je vais pouvoir même amener des gens autour de moi. Parce qu'il y a ce paradoxe qui est à résoudre entre une région extrêmement équipée en musées et en même temps un taux d'illettrisme qui est extrêmement important. Mais dans ce cas-là, voilà quelles sont les clés qu'on peut apporter, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un musée et ne pas comprendre. Alors que si on a des clés, les clés de compréhension, on se sent vraiment à sa place. D'accord. Moi, je voudrais répondre on termine. à ça. Oui. Je voudrais juste dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de comprendre pour aimer, et ça, c'est important. Et je pense qu'en musique, on le ressent, et peut-être que de manière visuelle, on a peut-être plus de freins, et que je pense que les musées, nous sommes là pour proposer les outils du savoir-voir, pas toujours du savoir comprendre. Tout à fait. Parce que je pense que la compréhension, elle est complexe, et qu'il faut qu'on soit vraiment dans la subtilité des approches. Tout à fait. Et que ça, c'est important. La remarque est très très juste. Hein. C'est d'abord savoir apprécier, savoir ressentir, donc savoir comprendre. Tout à fait. On termine avec Compiègne et le bassin minier. Voilà. Ah oui, Compiègne et le bassin minier. Oui. Voilà, ou le bassin minier, Compiègne, comme vous voulez. Voilà. Allez-y, vous avez le micro. Je suis extrêmement heureuse de voir à quel point la culture est fédératrice et structurante sur un territoire. Et je pense qu'il y a plein d'entrées. Évidemment, la musique est universelle, elle est vecteur d'émotion, elle est créatrice de liens sociaux. Et il y a notamment autour de la notion de festival, puisque je parle du Festival des Forêts qui se tient à Compiègne, l'idée de fête qui était évoquée tout à l'heure, de cette idée de communion, de ce besoin de se réunir, de partager ensemble ces émotions du beau, de la musique. Mais dans le cas particulier du Festival des Forêts, la découverte d'un territoire, d'un patrimoine architectural, mais surtout d'un lien particulier qui est là, finalement, la structure, la colonne vertébrale du festival qui peut s'établir entre l'émotion de la musique et la nature. Et en cela, on rejoint cette préoccupation du care, et qui est quelque chose que nous, l'on souhaite développer
de plus en plus et qui serait un travail autour de la marche musicale de ressourcement qui finalement serait une proposition que l'on ferait d'accompagnement à la fois de reconnexion avec la nature, de reconnexion avec soi-même à travers la musique et la médiation qu'offre justement la forêt, les arbres, le partage avec les autres. Et il y a vraiment cette idée de travail sur une pérennité finalement du bien-être, du soi, de l'altérité avec les autres et puis plus largement cette disponibilité qu'on peut avoir dans le partage de convivialité et qui se tisse autour d'événements qui sont extrêmement importants à la fois pour les habitants de la région des Hauts-de-France, qui sont extrêmement importants et attractifs pour des gens qui vivent en milieu urbain et au-delà de ça, qui peuvent, à travers des actions de médiation qu'on s'efforce de mener tout au long de l'année, être aussi une manière de tisser du lien avec des gens plus éloignés de la culture. La culture est vraiment un élément extrêmement fédérateur. Vous avez une responsabilité supplémentaire parce que vous êtes la porte d'entrée vers l'Île-de-France pour accueillir les habitants d'Île-de-France. Absolument. Et d'ailleurs, l'enjeu, c'est qu'en fait, actuellement, nous avons plus de franciliens qui viennent nous voir que de Lillois, que de Dunkerquois, que d'Amiénois. Donc vraiment, là, je crois qu'on a des choses à travailler ensemble et en réseau, notamment. Et à ce flux-là énorme, qu'est-ce que, de tout ça, là, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour aller plus loin que la forêt de Compiègne ? Le réseau, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, la prescription, l'idée que l'on puisse préconiser qu'une visite après un passage au Festival des Forêts à Compiègne, une journée ou un week-end en forêt de Compiègne, on puisse poursuivre la découverte de la région dans un parc, ou que l'on puisse aller assister à une coproduction à l'Orchestre de Picardie ou à une composition, parce qu'il se trouve qu'il y a une application pour découvrir les œuvres d'art qui a été conçu par un compositeur qui est venu aussi au Festival des Forêts, eh bien, c'est un moyen pour nous de préconiser la suite de la visite et par ce fonctionnement en réseau, véritablement faire une promotion très efficace. Merci. On termine avec le centre historique minier de Leeuwarden. Alors moi, je me suis vraiment tout à fait retrouvée dans ce portrait, notamment dans certains marqueurs comme les racines et les totems, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de l'exploitation du charbon a fortement marqué cette région pendant près de 3 siècles. Et si dans cette région, effectivement, ça fait partie aujourd'hui de l'histoire, c'est une activité qui est toujours encore prégnante dans le monde entier. On reçoit notamment très très souvent des délégations d'élus ou d'experts qui souhaitent créer des musées de la mine dans leur propre pays. Les totems, bien sûr, je pense au chevalement, aux briques, ils ont été cités. Et puis l'universalité, puisque là aussi, c'est une partie du territoire qui a accueilli de nombreux flux migratoires. Ce sont 29 nationalités qui sont venues travailler pour exploiter le charbon. Et depuis 2012, belle récompense, puisque ce territoire a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est effectivement une reconnaissance de tout ce travail qui a été accompli et de la qualité des sites qui sont aujourd'hui ouverts au public. Et puis cette notion de mémoire d'avenir que j'ai trouvée très intéressante, puisque effectivement on ne peut construire que si l'on connaît bien notre histoire, et aller de l'avant effectivement que si on connaît notre histoire, et à condition de se l'être approprié. Donc je crois que c'est un territoire sur lequel on réussit effectivement à concilier tous ces aspects. Ce territoire, un label UNESCO, plusieurs même. Le plus grand musée du monde qui a planté sa tente là, c'est un écosystème incroyable ça.
C'est ce qui justifiait une des justifications du marqueur de l'immensité. Parce que l'immensité, c'est pas que les paysages, c'est aussi ce caractère d'exception aussi. Hein, et notamment les classements UNESCO. J'ai oublié de dire, enfin, j'ai oublié, j'avais pas le temps. Mais par exemple, même les paysages, il y a des classements des plages du Times, où j'ai même oublié maintenant. Du Times et du Figaro aussi. Dans le Times, même classement étranger américain sur les 50 plus belles plages d'Europe. La première, c'est celle du Griné ou Landais, j'ai oublié. Enfin, en tout cas, c'est une des deux caps. Je crois. Voilà. Donc, on ne le sait pas assez, vous ne vous en vantez pas assez, mais ça vient des labels exigeants ou des classements exigeants qui viennent de l'extérieur entériner l'excellence et le remarquable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci pour vos retours à chaud.